village de Saint-André a eu la chance de naître, ou plutôt de renaître, dans un lieu privilégié où l'eau et le soleil permettent à l'environnement de verdoyer et aux fleurs de s'épanouir de façon naturelle au flanc des montagnes. Le climat rude de l'hiver met longtemps la nature en sommeil et engourdit faune et flore. Mais les premières chaleurs font exploser les couleurs et les senteurs, et la montée des eaux du lac au printemps redonne vie au paysage. Tous les tons de bleu et de vert se mélangent, se superposent. Le bleu roi ou azur du ciel, le turquoise des profondeurs du lac, l'indigo des lavandes, les tons émeraudes du verdon et des plages, le vert sombre des pins qui se détache sur les multiples essences plus claires, le vert tendre du blé en herbe, celui plus vif des pâturages. Toute une palette illuminée par le jaune d'or d'un soleil violent que n'aurait pas renié Van Gogh. Les visiteurs ne manquent pas d'être éblouis par cet écrin somptueux dans lequel est blotti notre village. Nous ne verrons pas, ou peu, toutes ces couleurs dans nos cartes anciennes, mais un tel bagage d'émotions avec les odeurs, les images des ancêtres et les musiques d'alors qui reviennent, que les tons chatoyants sont inutiles. Ils sont imprimés dans nos mémoires. D'ailleurs, Baudelaire disait « Vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Car il est vrai qu'un sens éveille l'autre par la magie des correspondances. » Des couleurs fanées, du gris, du sépia, souvent un peu de flou sur un coin oublié, la nostalgie nous prend à la gorge, nous noue le ventre, joue avec nos sens, nous rappelle nos heures passées trop vite, nos décors disparus, nos arbres abattus, nos églises pillées, nos toits crevés, mais fait revivre aussi la splendeur des souvenirs qui, eux, ne s'effaceront jamais. Pour commencer ce tour d'horizon des souvenirs, quelques vues générales de Saint-André-des-Alpes vous amèneront du nord au sud avec différents points de vue à partir du chemin de Méhouilles, des Souquets, du chemin des Vertus, des Subisses ou de la Nationale. En hiver ou en été, le village s'est toujours montré bon modèle, offrant tous ses profils, sachant qu'ils sont également photogéniques. Du lac de Castillon et des champs de lavande au sud jusqu'au pont de l'Issole au nord, en passant par les bords du Verdon ou les chapelles romanes, on en prend plein les yeux, même quand on les ferme. L'ouïe et les narines sont aussi à la fête, puisque l'air est parfumé à toutes les saisons, et les sons étouffés ou bruissants, c'est selon. L'importance de l'eau ayant été primordiale pour Saint-André-les-Alpes avec ses deux rivières envahissantes et ses nombreuses cascades dévalant de Chalvet, il est normal de vous entraîner d'abord sous et sur les ponts. Ils ne sont pas romains, ils sont un peu boiteux, certains ont disparu mais d'autres vivent encore. Ils servent et serviront sans que l'eau les dévore, sauf si la terre un jour s'ébroue un peu plus fort. Entre le pont de Méhouilles et ses rambardes métalliques forgées à Saint-André par un homme génial appelé Bourillon, jusqu'au pont des 7 arcades qui n'en compte plus que 3 à cause de la folie des eaux et de la folie des hommes, il y a tout un monde. L'un est un viaduc à cheval sur le Verdon, l'autre un aqueduc à califourchon sur l'Issole. Mais ils ont un point commun, avoir apporté du confort aux hommes qui le leur ont bien mal rendu. Un confort éphémère, certes, puisque le torrent a brisé en deux le beau pont jadis en bois, alors que de l'autre côté du village, vers l'Ambrouisse, où le pont des 7 arcades était déjà à genoux, l'arche qui dominait la route a été détruite par les ponts et chaussées sur ordre des Allemands, achevant l'œuvre destructrice commencée par la nature. La ferraille à Méhouilles a été ressoudée, mais les pierres au bord d'Issole ont roulé, tandis que sous le lac, Pont-Julien s'est noyé. Un nouveau pont alors a surgi de la terre, plus grand, plus haut, plus fort, et il s'est appelé Julien, comme son père. Après les ponts, les rivières. Elles sont maintenant endiguées, domestiquées, mais elles sont toujours impétueuses. Voici le Verdon, le bien nommé. On ne le verra que plus tard avec les cartes en couleur. Il emporte l'Issole dans son cours au niveau de l'Éperon, le confluent où les rivières s'enlacent, l'une avec son courant plus froid venant de la vallée de l'Ambrouisse, l'autre plus généreuse. Tellement généreuse qu'elle va prêter son eau pour un immense barrage commencé dans les années 20 et terminé en 1948.
Ce barrage EDF va former un immense lac artificiel sur près de 10 km de long entre Saint-André et Castellane. Le lac de Castillon, baptisé du nom du village englouti par ses eaux, apporte sa beauté et toute une panoplie de loisirs et de sports à toute la région et à ses visiteurs. Au-dessus, tout en haut de la colline de Méhouilles, surplombant le magnifique panorama du lac, nous apercevons le château, la chapelle Saint-Martin et les deux saints au sommet, Saint-Pierre et Saint-Paul, sculptés au XIXe siècle par le deuxième fils Alliot du château. Revenons au village où l'eau est aussi bien présente et jaillit de nos 4 fontaines. Elles offrent de l'eau pure qui court dans des conduites en terre cuite depuis des sources claires et vient rafraîchir les promeneurs, les oiseaux, les jardinières. Elles servent aux ménagères saint-andréennes depuis des générations et leur gazouillis est l'âme du village. Celle de la Grand-Rue est la plus étonnante et la plus ancienne. Elle date de 1790, c'est-à-dire de la fête de la Fédération, un an après la Révolution. Construite au milieu de la rue, elle a plus tard été coupée et plaquée contre le mur pour laisser place à la circulation devenue importante avec l'apparition de l'automobile. Ces 3 becs sont maintenant du même côté et son socle a été réutilisé pour ourler la fontaine de la place de l'église beaucoup plus récente. À propos de notre église Saint-André, savez-vous qu'elle se situait auparavant bien plus près de la route? Elle a été reconstruite au fond de la place en 1848 car elle était en mauvais état et trop petite pour la population sans cesse croissante. De plus, le parc de diligence à cette époque était important et nécessitait une grande place de parking. Le cimetière se trouvait alors devant le magasin Célina actuel, avant de se transporter juste à la sortie du village, puis au Souquet. À l'intérieur de l'église se trouvent de belles toiles du peintre italien Patritti, dont une a été entièrement restaurée, la donation du rosaire, dans la niche de Saint-Jean. Sur la place, on peut donc voir les diligences venir se garer. Il faut dire que le train d'Épingle s'arrêtait à Saint-André et la ligne des chemins de fer de Provence vers Nice repartait de Puget-Théniers. Les diligences desservaient donc toute la vallée, mais aussi rejoignaient la gare de Puget en attendant que soit creusé le tunnel de la Colle Saint-Michel. Sur certaines photos, on peut constater que la fontaine n'était pas encore construite.
En effet, elle a été dressée une centaine d'années après celle de la Grand-Rue. Les marronniers étaient alors à l'état d'arbrisseaux. De l'église aux chapelles, il n'y a qu'un pas qu'on franchit en sautant à flanc de Chalvet, où se situe la chapelle Saint-Jean, appelée aussi Saint-Jean du désert. Le prêtre y officie encore lors de la fête de la Saint-Jean le soir du 23 juin, lorsque le saint est descendu à dos d'homme pour la messe. La chapelle Notre-Dame date du XVIIe siècle. Elle jouxte le quartier des usines, fabrique de draps devenu Prabarin, mais elle était bien antérieure à ces bâtiments. La chapelle Saint-Martin de Méhouilles est encore plus ancienne. De style roman, elle date probablement de la création du village au XIe siècle, mais elle a été plusieurs fois restaurée, presque entièrement d'ailleurs au XVIIIe siècle, d'où son aspect extérieur disparate. Dans son petit cimetière cerné de murs de pierre, la dernière habitante de Méhouilles a été inhumée en 1979. Maintenant, faisons le tour des rues et des quartiers du village. L'avenue de la Gare, la rue Haute, la Grand-Rue, qui était appelée autrefois rue sur le pont, à cause des planches enjambant le gros canal qui traversait le village, puis la route de Castellane, celle de Nice, la nationale 202, le quartier de la Nouille, que certains traduisent par les Noix, ou les terres arides selon l'orthographe. Faisons aussi le tour des hôtels et remémorons-nous leur faste d'antan. Le grand hôtel aux fenêtres désormais aveugles, si vivant autrefois, grouillant de voyageurs et aujourd'hui condamné. L'hôtel du Parc, en cure de rajeunissement grâce à la restauration en cours. Le lac et forêt, Bagatelle, l'hôtel Monge. Savoir qu'autrefois 9 hôtels cohabités laissent rêveur. Notre petite gare a bravé bien des tempêtes, depuis la construction de la ligne qui a subi de nombreux contretemps et modifications, jusqu'à la percée du tunnel de la Colle Saint-Michel et donc la fuite des rails vers Puget-Théniers, en passant par la grande période d'affluence d'avant 1911. Sa magnifique haie de conifères commémore la date de cette fameuse jonction entre Saint-André-les-Alpes et Puget, mais signe aussi la fin de l'époque glorieuse où Saint-André était tête de ligne et où la petite gare déversait des dizaines de voyageurs dans les hôtels-restaurants environnants ou au marchepied des nombreuses diligences. Avant de quitter le village, saluons les travailleurs d'antan. Des costauds, du vantail, rappelé aussi tarare, et du foulon, les pâtres et leurs troupeaux. Levons nos verres aux peleurs de lavande au pied de Chalvet. Ôtons notre chapeau devant le monument aux morts à sa place originelle. Et pour montrer que nous ne sommes pas chauvins à Saint-André-les-Alpes, faisons un petit coucou en passant aux habitants de Lamure, Saint-Julien, Alons, sans oublier notre deuxième lac de cœur, le lac d'Alos, un vrai de vrai celui-là, glacé, cristallin, pur comme un diamant dans son écrin magique. Avant de revenir nous découvrir tête basse, devant Castillon, cher disparu, pour toujours englouti mais jamais oublié. Évoquons maintenant ce que le progrès a changé dans nos jolies images. Un nouveau carrefour, où des voitures rapides ont remplacé mulets et charrettes, et filent sans s'arrêter vers Alos ou Nice. Au village voisin, une distillerie dont la haute cheminée ne répand plus ses nuages de fumée parfumée. Des troupeaux qui s'entassent dans des camions,
au lieu de traverser le village en bêlant, des prairies ou anciens champs de blé où poussent des villas qui ont remplacé céréales, lavandes ou chenevières. Nous voyons tout cela en filigrane au travers de ces fragiles rectangles de carton délavé, seuls témoins d'une vie révolue. Et nous nous demandons, comme disent les anciens, si finalement ce n'était pas mieux avant.